et ça va réunir à peu près 280 équipes qui viennent de partout dans le monde. Donc on compte 16 pays, dont la Chine évidemment, puisque ça se passe à Pékin, les États-Unis, l'Allemagne, le Portugal. Malheureusement, aucune équipe française. Et ces robots, en fait, sur l'ensemble de ces 3 jours, vont se disputer, vont s'affronter dans certaines épreuves. Donc on compte des épreuves assez traditionnelles des Jeux Olympiques, hein, le 100 mètres, le 400 mètres, le 100 mètres avec obstacles, des épreuves de gymnastique, mais aussi des épreuves un peu moins courantes. Donc par exemple, on va la simuler sur une chaîne industrielle sur lesquelles les robots vont devoir déplacer, trier des objets ou des épreuves de ménage par exemple. Tu parlais des pays représentés. Chaque pays a apporté son robot au même titre que chaque pays amène ses sportifs, entre guillemets, aux Jeux Olympiques. Ou alors, quelle est la différence entre chaque robot, vu que ça dépend de chaque pays? Alors, en fait, chaque pays va ramener à la fois ses robots pour certaines épreuves, mais d'autres épreuves, comme le football par exemple, les robots sont directement fournis par des entreprises chinoises. En fait. Et chaque pays va ramener ses ingénieurs programmateurs, donc les ingénieurs développeurs, ceux qui vont programmer les robots, pour mettre en place des algorithmes. Par exemple, les robots qu'on voit jouer au foot ici, les robots sont chinois, mais les gens qui vont les programmer, ce sont les équipes issues de différents pays. Donc voilà, chaque pays ramène à la fois ses machines pour certaines épreuves et ses ingénieurs pour programmer les robots, en gros. On voit les images du football là, juste devant nous. Comment fonctionne un robot? Comment un robot peut jouer au foot? Alors, il y a plusieurs paramètres en fait à prendre en compte. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir des robots jouer au foot. Nous, en fait, on ne perçoit pas forcément, quand on joue au football, c'est assez inconscient. Mais il y a tout un tas de données à analyser quand on joue au foot. Par exemple, un robot qui va se diriger vers la balle doit analyser sur le terrain où se trouve la balle. Même si elle n'est pas dans son champ de vision, le robot va devoir trouver la balle sur le terrain. Il va devoir analyser un peu la disposition de ses coéquipiers, la disposition de ses adversaires. Une fois qu'il va être au niveau du ballon, il va devoir ajuster sa puissance pour tirer correctement dans la balle, être sur un certain équilibre. Voilà, quand il doit tirer, il doit se mettre sur un pied, donc il doit garder un équilibre. En fait, c'est plein de choses qui entrent en compte et ça, c'est assez compliqué à mettre en place. Il y a tout un tas de capteurs en fait qui sont intégrés à ces machines-là et il va falloir jouer avec plein de choses comme ça pour pouvoir les faire fonctionner et disputer des matchs. On voit les images où là, le gardien est quand même pas très mobile. Est-ce que justement, c'est plus compliqué pour les robots de prendre plus d'informations sur un grand terrain comme un terrain de foot avec plusieurs robots? Parce qu'on les a vus, on l'a vu sur les images de boxe qu'on va peut-être revoir là, mais en même temps sur la boxe, ça paraît un peu plus fluide. Les images de combat de boxe qu'on voit actuellement, ça paraît quand même plus fluide dans les mouvements que le foot. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'informations à prendre, que c'est des gestes qui sont plus simples? Non, mais tu as saisi le truc, en fait, c'est que sur un terrain de foot, voilà, je le disais, il y a énormément de choses à analyser. Là, un terrain de boxe, il n'y a qu'un adversaire en face, et puis finalement, les robots, on peut les voir, ils sont assez fluides dans leurs mouvements, mais c'est un peu la seule chose qu'ils savent faire. Donc là, ils vont se défendre assez automatiquement quand ils frappent pas, et sinon ils vont donner un coup et se repositionner en fait. C'est seulement ces manœuvres-là qui sont entreprises dans ces robots. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'analyser où est la balle, pas besoin d'analyser où sont tous les autres coéquipiers. Voilà, il y a beaucoup moins de choses qui sont à prendre en compte, et de fait, voilà, on a une plus grande fluidité, l'algorithme a moins de choses à prendre en compte, et ça donne une impression effectivement que les robots voilà, sont plus aptes en tout cas à faire de la boxe aujourd'hui qu'à faire du foot. Et quels sont les autres sports qui sont représentés à ces Jeux mondiaux? Et est-ce que tous les sports peuvent être réalisés par des robots ou c'est plus compliqué pour certains? Alors, on va avoir de la course à pied, donc ça va être surtout des courses de vitesse, où là, du coup, chaque pays va ramener sa machine pour voir laquelle est plus rapide. Là, on se base un peu moins, enfin, du moins ce qui est évalué, c'est moins les algorithmes, mais plus voilà, la vitesse du robot, tout ce qui est moteur, tout ce qui est mécanique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit des robots différents, contrairement au foot, où là, comme je le disais, c'est plutôt l'algorithme qui va être évalué. On va avoir des épreuves de gymnastique qu'on n'a pas encore vues pour l'instant, hein, sachant que c'est que le début, mais on devrait les voir arriver pendant le week-end. On va avoir aussi des épreuves de danse, donc de la danse un peu synchronisée entre plusieurs robots. On va avoir aussi des épreuves de street dance, des épreuves d'arts martiaux aussi. On a déjà vu par le passé des robots faire du kung-fu. Bah là, on va les voir faire plusieurs démonstrations d'arts martiaux, comme du kung-fu par exemple. Et je le disais aussi, des épreuves un peu sur des tâches
quotidiennes ou des tâches auxquelles ces robots-là vont être destinés, donc des applications industrielles comme dans la logistique ou du ménage, par exemple. On voit des personnes qui courent autour des robots. Là, on voit même des personnes qui, des fois, vont sur le terrain s'occuper des robots. Est-ce que les robots sont automatiques, c'est-à-dire que le robot court tout seul, ou alors est-ce qu'ils sont télécommandés? Parce qu'on voit que les personnes qui courent à côté des robots ont des télécommandes dans les mains. Comment courent ces robots? Alors c'est un peu le principe de la compétition, c'est que normalement tous les robots sont autonomes, mais évidemment on n'est pas à l'abri d'un défaut, à savoir que ces robots-là, il y a toute une notion de calibrage à avoir. Donc une fois que le robot va se perdre ou ne va plus trouver ses repères, c'est toujours important d'avoir des ingénieurs ou des techniciens à côté qui vont savoir bien positionner le robot pour qu'il puisse à nouveau savoir se situer dans l'espace. C'est pour ça qu'on a des gens à côté qui contrôlent un petit peu. Puis il y a toujours aussi ce risque de chute et de surchute. C'est-à-dire que si un robot tombe et entraîne la chute d'autres robots, ça peut faire des dégâts. Et pour des machines qui coûtent assez cher comme ça, vaut mieux éviter. Alors c'est une question qui peut paraître un peu... bête. Est-ce qu'un robot peut mourir? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur le foot, on était en train de regarder et le robot est tombé par terre, il a arrêté de bouger et il ne bougeait plus du tout. Donc est-ce que le robot est en capacité de se relever et de retrouver sa place ou alors est-ce qu'il y a un moment donné, le robot entre guillemets meurt sur un temps court et avant d'être mis en route comme un appareil électronique, mais là voilà on le voit, là le robot tombe par terre et là du coup il y a tout de suite un humain qui vient s'occuper de lui. Alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, c'est comme je le disais, c'est pour éviter qu'il y ait un risque de suraccident. Là, on voit un troisième robot qui arrive taper dans la balle. S'il s'était pris les pieds dans les autres robots, ça aurait fait plusieurs carambolages et là, on aurait eu un enchaînement assez compliqué, du moins à démêler, en tout cas. Mourir, le robot qui meurt, c'est peut-être un mot un peu gros. En tout cas, le robot, lorsqu'il tombe, il peut avoir une difficulté à se remettre debout, comme un humain normal aurait du mal s'il n'avait pas l'habitude à se remettre debout. Il y a toute une notion d'équilibre pour se mettre debout sur ses deux jambes, que les robots sont encore à un stade de développement en fait là-dedans. Peu d'entreprises de la robotique savent aujourd'hui programmer des robots pour qu'ils se relèvent tout seuls. Donc c'est pour ça qu'on a des ingénieurs qui viennent un peu les aider pour qu'ils puissent se remettre debout. Il y a aussi encore, comme je disais tout à l'heure, une notion de calibrage, parce qu'une fois que le robot regarde en l'air, il va plus trop savoir où est-ce qu'il est. Donc il faut aussi bien repositionner les capteurs dans le bon axe pour que le robot arrive à se situer. Dernière question, tu le disais, il y a la partie sportive avec ces Jeux Olympiques humanoïdes, entre guillemets, mais il y a aussi tout ce qui peut être plus utile dans la vie du quotidien. Est-ce que c'est aussi l'occasion de cette compétition-là, de montrer de quoi sont capables les entreprises qui travaillent sur ces robots-là, et une façon de montrer aussi que ces robots-là peuvent devenir une aide à notre quotidien? Cette compétition, en fait, c'est une super vitrine pour les pays participants, de montrer un peu les compétences en ingénierie vis-à-vis de la robotique. En fait, on va voir des robots développés par la Chine, par les États-Unis, qui sont en ce moment les deux leaders dans le domaine, montrer un peu leur avancée dans le domaine. Mais on disait aussi qu'il y avait des épreuves qui consistent à réaliser des tâches industrielles, ce genre de choses, ce à quoi les robots sont destinés. Elles sont effectivement intéressantes dans un sens. Par exemple, on va voir des robots, on n'a pas encore vu ces épreuves-là, mais des robots trier, par exemple, on peut imaginer des colis sur une chaîne d'approvisionnement, ce genre de choses. Ça va être intéressant de les voir. Mais c'est aussi intéressant de les voir jouer à des sports, comme le football, parce que ça implique une grande polyvalence. On le sait, ces robots humanoïdes, on s'imagine bien que ces robots humanoïdes, quand ils vont probablement intégrer nos foyers, ils vont devoir être en capacité de réaliser plusieurs tâches, de faire le ménage, de faire la cuisine. Donc, un robot qui sait jouer au foot, c'est déjà faire tout un éventail de choses, de tâches. Voilà, il a tout un éventail de compétences. Et justement, c'est une super vitrine pour montrer cet éventail de compétences qui, par la suite, quand les robots intégreront nos maisons, quand ils seront vraiment polyvalents,
c'est moins difficile de faire le ménage chez les humains que de jouer au foot. Globalement, c'est ça. C'est le fait de jouer au foot ou de montrer que un robot est en capacité de gérer et un ballon, et un environnement, et des robots. Le jour où le robot il est seulement dans une maison et il a une tâche précise à faire où il a personne autour, c'est plus simple pour lui au niveau des données à analyser. Analyser plusieurs tâches à faire. L'une après l'autre ou en même temps, il ne sera pas destiné à une seule tâche et justement voilà, de voir des robots évoluer dans des sports où il y a plusieurs choses à prendre en compte et en tout cas à réfléchir et à intégrer, ça permettra plus tard de voir s'ils pourront intégrer nos maisons. Eh ben, on le verra bien. Peut-être qu'un jour, les robots feront le ménage chez nous ou à manger. En tout cas, merci Théotime. Merci Alexandre. Merci d'avoir analysé ces jeux mondiaux des robots humanoïdes. À suivre un nouveau direct sur BFM2.